En science, les rumeurs et autres légendes urbaines ont toujours existé. De bouche à oreille, les vérités se déforment. C'est le jeu du téléphone arabe. Noémie Mercier s'est donné pour mandat de remettre les pendules à l'heure. Et aujourd'hui, Noémie, tu nous parles d'un vieux mythe tenace, celui selon lequel nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau. Ça fait déjà longtemps que ce mythe-là court. Ça fait au moins un siècle que l'idée circule, puis entre autres, pourquoi est-ce que cette idée est si tenace? C'est parce qu'elle a été très bien exploitée par les adeptes du paranormal. Qui prétendent que si on utilisait plus que ce 10% de notre cerveau, on pourrait faire des choses extraordinaires. Oui, donc il suffirait de trouver le chemin, bien sûr, pour aller exploiter cette réserve incroyable de pouvoirs mystérieux, puis on pourrait plier des cuillères, puis voire même se guérir des plus graves maladies. Et je pense qu'il y a certaines recherches scientifiques qui ont été peut-être mal interprétées. Je pense entre autres à des rats qu'on a malheureusement charcutés pour les besoins de la science. Absolument. C'était dans les années 20, un Américain du nom de Carl Lashley qui cherchait le siège de la mémoire. Alors, ce qu'il a fait, il a retiré progressivement des portions de plus en plus grandes du cortex des rats. Pauvre rat. Oui, et puis ensuite, il observait si les rats étaient toujours capables de circuler dans un labyrinthe. Puis ce qu'on a retenu de cette expérience-là, c'est que les rats étaient toujours capables de réussir leur tâche, même s'il n'en restait que 10% du cortex. D'où le fameux 10%. Exactement. Mais, Noémie, qu'est-ce que la science en dit vraiment? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans cette histoire-là? Bien, c'est complètement bidon, en fait. Ah bon? On dispose maintenant de techniques d'imagerie cérébrale très sophistiquées qui nous permettent de regarder en temps réel le cerveau au travail. Puis il y a des centaines d'expériences du genre qui ont été faites. On demande à des sujets de poser un geste ou de penser à quelque chose de particulier ou on évoque chez eux une émotion particulière. Et puis on regarde quelle partie du cerveau s'active. Et puis de cette façon-là, on a pu construire toute une carte du cerveau qui nous montre bien qu'il n'y a pas de zone dormante dans le cerveau. C'est sûr que ce ne sont pas 100% des neurones qui sont actifs en même temps, sauf que la totalité des neurones sont sollicités à un moment ou à un autre. Donc, par exemple, quand on lit, c'est certaines parties du cerveau qui sont plus sollicitées, puis quand on conduit une voiture, c'en est une autre. D'ailleurs, parlant de conduire une voiture, je pense qu'on a remarqué qu'on pouvait exercer notre cerveau, le rendre plus performant, et les chauffeurs de taxi de Londres en sont un bon exemple. Exactement. C'est une étude célèbre qui a été conduite chez ces chauffeurs de taxi qui sont vraiment des maîtres dans l'art de circuler dans les recoins, les sens uniques de la ville de Londres. Et chez ces gens-là, la partie du cerveau qui est impliquée dans la navigation est plus grande que chez les gens qui pratiquent un autre métier. Mais ça, est-ce que ça s'est fait au détriment d'une autre partie? Par exemple, le service à la clientèle a peut-être souffert chez ces gens-là? Bien, on ne sait pas si c'est ça en particulier, mais c'est certain que la région en question, qui était plus grande, a empiété sur le terrain d'une autre zone qui, elle, est plus petite chez les chauffeurs de taxi que la normale. Donc, ce que ça nous montre, en fait, c'est qu'il y a une limite, hein? Il y a un prix à payer pour une telle spécialisation. Il n'y a pas un réservoir sans fond de ressources qu'on peut allouer comme ça. Il y a vraiment un plafond. Mais en même temps, chez des personnes, par exemple, qui sont non-voyantes, on a remarqué que chez ces gens-là, les parties du cerveau qui correspondent à l'ouïe, au toucher, aux autres sens, ont pris beaucoup plus de place. Donc, ça montre quelle est la grande plasticité du cerveau. Tout à fait. Puis c'est l'idée qui porte à confusion dans toute cette histoire-là, c'est que oui, il arrive que des ondes saines sont recrutées pour venir en renfort, prendre le relais des ondes qui ont été endommagées, par exemple à la suite d'une lésion cérébrale. Mais ça ne veut pas dire que ces zones-là, au départ, ne faisaient rien, qu'elles étaient vierges, puis attendaient qu'on leur assigne une fonction. C'est juste que le cerveau a une capacité incroyable de se réorganiser, un petit peu comme un chef d'entreprise qui dispose de tant de ressources, puis qui va les distribuer différemment. Voilà, exactement. En terminant, on a une citation d'Albert Einstein, dont on n'est pas sûr qu'elle est vraie, mais qui aurait dit qu'il était si intelligent, plus que les autres, parce qu'il utilisait 12% de son cerveau plutôt que 10%. Est-ce qu'on sait si cette citation-là est véridique ou pas? Non, c'est une rumeur. C'est une rumeur vraiment persistante. C'est ce qu'il aurait répondu à la question d'un journaliste, puis peut-être qu'il était sarcastique. Peut-être plus pour se moquer du journaliste, parce que je continue à croire qu'Albert Einstein était d'abord beaucoup plus imaginatif que les autres scientifiques. Merci beaucoup, Noémie. Je t'en prie.